Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous invitons à plonger dans l'univers captivant du journalisme et à rendre hommage à une femme exceptionnelle, Chantal Kanimbo. Pendant de nombreuses années, Chantal a été une voix incontournable dans le paysage médiatique congolais. Sa passion et son dévouement pour le métier lui ont valu une réputation de dame de fer. Elle a inspiré plusieurs générations par après. Ce jour, nous avons l'honneur de lui rendre hommage à travers une émission spéciale qui retracera son parcours exceptionnel. Des collègues et amis proches partageront justement des souvenirs et plusieurs anecdotes. Bonjour et bienvenue à vous une nouvelle fois. Madame Chantal, c'est un honneur en tout cas que vous nous faites d'être là. Bonjour et bienvenue à vous également. Je me sens tout à fait honorée de me retrouver devant la nouvelle génération des journalistes, avec Ruth particulièrement, pour m'interroger. Et donc, je me sens tout à fait honorée et à l'aise. Justement, c'est plus d'une semaine, je dirais 2 semaines précisément, que je vous ai contacté il y a 2 semaines pour préparer cette émission. On a passé tout au peigne fin. On a lu également votre livre, Les Mémoires, qui parle de vous en détail. Le titre, c'est « Les plus belles années de ma vie », publié aux éditions L'Harmentan, dans le compte rendu du professeur Eddy Tamboué. En face de vous, ce sont des jeunes que je vais présenter également rapidement. Bonjour et bienvenue à vous également. Alors, je commence par vous. Il y a Jordan Mayenikini qui est journaliste à actualité.cd. Bonjour Jordan. Bonjour Gaëtan. Et Ruth Paola Ngwanza, journaliste multicasquette. Elle est également éditrice du journal hebdomadaire Les Défis Congolais et CEO de Jeff Yamag. Bonjour Ruth. Bonjour Gaëtan, merci d'avoir associé à cette émission. Alors, en fin de compte, c'est Christopher Ochokoum, l'une de vedettes de Télé 50. Merci en tout cas de cet honneur que tu me fais également, Christopher. Merci, c'est vrai que j'ai été pris un peu par surprise, je n'étais pas là depuis les débuts, mais Oui. c'est un très grand honneur de me retrouver en face d'un aussi grand nom de l'histoire de ce pays. Alors, Madame Chantal, nous avons prévu un portrait pour parler de vous. Ce portrait, c'est basé justement sur ce livre, ces mémoires. Mais dans le livre, vous dites qu'être journaliste était une passion pour vous, un rêve d'enfance. Mais vous n'avez pas dit à partir de quel moment vous êtes dit je deviendrai journaliste et quel a été le déclic en fait? À partir de quel moment? Je crois Parce que partir généralement, du moment, quand on est enfant, on voit un prêtre, on dit ah, j'aimerais bien être comme ce prêtre-là. justement, Oui. à partir du moment où je commençais à m'intéresser aux choses de la vie, à regarder la télé et à voir des journalistes qui présentaient des émissions, qui présentaient les journaux télévisés, ça m'a intéressé. Je dis tiens, moi aussi j'aimerais être comme eux, ce qu'ils font là, j'aime bien. Quand je regardais des reportages, je me disais tiens, comment ils font pour aller trouver toutes ces informations, et ça m'intéressait énormément. Et puis au fil du temps, je finis par tomber sur un livre qui parlait d'un journaliste globe-trotteur qui a raconté toutes ses aventures journalistiques à travers le monde quand il faisait le reportage. Et dans un de ces reportages, il couvrait un accident, il couvrait tous les faits divers, tout et tout. Il y a eu un accident sur une route. En principe, il ne devrait pas y avoir un accident sur cette route-là. Et donc, il s'est rendu sur place et il était en train de regarder l'avenue, comment l'avenue s'est présentée, le trafic, comment ça s'est déroulé. Et, il faisait plusieurs pas en avant, en arrière, il calculait, etc. Et il y avait un petit enfant qui observait tout ce qu'il faisait. Et le petit enfant, très curieux, a fini par s'approcher de lui. Il dit, mais vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit, je suis journaliste. Il y a eu un accident ici, et donc je suis en train de chercher à comprendre comment il a pu y avoir un accident à cet endroit. En principe, il ne devrait pas y avoir un. Alors, le petit lui demande, mais c'est quoi un journaliste? Il lui explique, il dit, ah tiens, c'est bon, moi aussi j'aimerais devenir journaliste. Et puis il lui dit, oui, d'accord. Non, le petit lui demande qu'est-ce qu'il faut pour devenir journaliste. Justement. Il dit il faut d'abord aller à l'école, terminer l'école, étudier, etc. Et puis faire des études de journalisme, si tu veux. Et alors, en ce moment-là, tu deviendras journaliste. Mais avant d'être journaliste, il faut d'abord l'avoir été.
Et donc, Avant d'être journaliste, oui. il faut d'abord l'avoir été. Il faut d'abord avoir été, ce qui veut dire qu'il faut avoir des dispositions pour ça, il faut avoir le talent pour ça, et l'école ne fait que façonner ce talent, Et la ne curiosité. fait que permettre de formater, d'acquérir des connaissances qui permettent d'exercer ce talent qu'on a disposé en soi. Alors- Et donc là, ça fait tilt dans ma tête, j'ai dit tiens, moi, j'aimerais aussi faire ça. Et puis bon, j'ai commencé à m'intéresser, à suivre les émissions à la télévision, à lire les journaux, à regarder les journaux télévisés, à voir comment ils faisaient. Bon, bien entendu, on a toujours besoin de modèles, hein. Et il y a deux particulièrement qui m'impressionnaient. À l'époque, on n'avait que la Télé Zaïre OZRT. et Télé Congo Oui. en face. Et donc, en face, il y avait Jean-Claude Kakou, qui m'impressionnait beaucoup. Et sur Télé Zaïre, c'était Kodura Kassongo qui m'impressionnait. Et je me disais, moi aussi, quand je vais terminer mes études, je vais faire comme eux, je vais devenir comme eux. Et voilà. Justement, vous avez rendu hommage aussi à M. Kodura Kassongo dans ce livre, pas que, mais également M. Kimbambi Chitwa et beaucoup d'autres noms. Alors, on a réservé beaucoup de surprises pour vous tout au long de cette émission, mais vous n'avez pas commencé directement en tant que journaliste, vous avez commencé en tant que speakerine. C'est un métier qui n'est vraiment pas très connu à l'heure actuelle, les moins de 30 ans ne le connaissent pas. Alors la réalisation a mis la main sur une de vos photos alors que vous étiez télé-speakerine. On n'a pas pu trouver les images, on va le balancer tout à l'heure, là, ces images-là. Alors voilà, donc vous êtes là. D'ailleurs, une de nos administratrices m'a dit, est-ce que vous pouvez trouver une photo de Madame Kanimou quand elle portait encore le pagne, etc. Et finalement, on a trouvé la photo. Oui, Ouais. le pagne, parce qu'à l'époque, c'était obligatoire. À Ok. l'époque du parti État, c'est 1987 ou 88, je crois, début 88. Effectivement, là, il y a Issa Mene, il y a Mariam Baya, il y a Opportune Ilunga avec une aînée qu'on avait trouvée déjà là-bas sur place, Charlie Lumandé, et qui nous coachait dans l'apprentissage du métier. Et donc, porter le pagne, c'était une obligation à l'époque du parti État, parce que c'était la tenue nationale, et donc on était obligé de porter le pagne quand on se présentait à l'antenne. Justement, magnifique. Ouais. Et on a même pris les images, malheureusement. On n'a pas trouvé des vidéos, mais pour donner une idée à ceux qui nous suivent, c'était quoi une télé-speakerine ou un speaker pour le garçon. On va voir ce petit extrait pris justement par la réalisation aussi, à quoi ressemblait la speakerine ou le speaker à la télévision, rapidement. Conte de Gobineau, le prisonnier chanceux, réalisé par Jean-Paul Carrère, avec dans les rôles principaux Patrick Devers, Ludmila Michael, Anne Dohat, Robert Murzo, Robert Vattier, Alexandre Rignot, Jacques Bellutin et Jean Paredes. Merci beaucoup, Carly Mabiala. Là, la speakerine est en train de présenter les programmes télévisés à suivre dans le courant de la journée, justement. À partir de quel moment on a arrêté ça ici à la télévision nationale congolaise? Attendez. Je crois que 90 ou les années 95, je pense qu'on a arrêté ça. Tout simplement parce qu'il y a eu évolution Ouais, de il y la a technologie la voix qui a off maintenant. permis, oui, d'avoir d'autres possibilités pour vendre le programme, parce que la téléspeakerine était là pour vendre le programme de la télévision en annonçant, pour attirer les téléspectateurs en leur disant, là, il y a quelque chose d'intéressant. Si vous restez à telle heure, vous allez suivre tel programme qui parle des ceci, vous allez suivre tel film à 20h, c'est le journal télévisé, c'est le moment Momentum sur une chaîne de télévision généraliste. L'information, c'est le programme le plus suivi. Et donc, une speakerine était là, en fait, pour vendre ces programmes comme une vendeuse, quoi. Une vendeuse dans une boutique. Regarde, il y a tel article, et la speakerine jouait ce rôle là pour vendre le programme en donnant un contenu au programme qui sera
diffusé. Dans votre livre, vous le dites si bien, le trac que vous avez le jour de votre première fois, le cœur a failli exploser, mais tout s'est bien passé finalement. Voilà. Alors, on va suivre le portrait qui est justement Chantal Kanimbo, un portrait rédigé par le soin d'un de nos confrères, jeune également, Dieu béni Muninga. On le suit, on se retrouve tout de suite après. Chantal Kanimbo, ses noms résonnent dans les mémoires des citoyennes et citoyens journalistes et congolais et d'autres horizons d'ailleurs depuis d'illustres années. Ces mêmes noms évoquent à la fois le parcours, l'icône et la référence des plusieurs femmes qui se sont tracées une voie dans les secteurs des médias congolais. Brillante journaliste fut-elle, Chantal Kanimbo veille aujourd'hui au respect de la déontologie en matière de l'information au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Mais on relate qu'un peu son histoire. Vers les années 87, les Zaïre de Mobutu s'apprêtaient à vivre l'entrée en scène des plus remarquables qui soient dans l'audiovisuel d'une jeune fille d'à peine 26 ans, pleine d'allure, des courage, des bravoures et d'éclat, Chantal Kanimbo. Métier pourtant révolu, elle a été pendant 3 ans speakerine à l'Office zaïrois des radios et télévisions OZRT, connu aujourd'hui sous les noms de la Radio-Télévision nationale congolaise. Si son bref parcours des speakerines l'a propulsée vers les pics du sommet de son métier, c'est parce qu'elle caressait les rêves de devenir journaliste depuis son jeune âge. Au printemps de sa jeunesse, Chantal Kanimbo côtoie les célèbres voix de l'époque de l'OZRT. Elle se forge une identité forte qui deviendra plus tard l'image et les symboles que les Congolais retiendront du visage féminin qui a marqué le journalisme congolais. La star des télévisions, après son diplôme de licence en journalisme obtenu en 1991 à l'Institut des sciences et techniques de l'information, Chantal Kanimbo confirme sa présence à la chaîne nationale. En 1994, Chantal Kanimbo est chargée de mettre en place une émission politique des débats contradictoires qui opposait 2 acteurs des tendances politiques divergentes, les tenants du pouvoir contre les défenseurs de l'opposition. D'orientation politique, l'émission explose les records d'audience et obtient vite du succès auprès des téléspectateurs zaïrois qui en raffolent. Avec 2 sons des cloches, Chantal Kanimbo devient la première femme journaliste et spécialiste des questions politiques à organiser un tel débat à la télévision nationale, jadis sous le contrôle total du régime totalitaire de Mobutu. 2 sons des cloches, c'est sans doute l'histoire du succès dans sa carrière de journaliste. Grâce à cette émission, Chantal s'est fait une renommée dans la profession, en politique tout comme dans d'autres domaines de la vie. Elle était la seule star des télés que je connaisse et admirée, témoigne un fan qui a requis l'anonymat. En vérité, elle était la star de la télévision. La consécration. Chantal Kanimbo est la première femme à occuper un poste au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Elle y accède en 2011, assumant le poste de rapporteur et porte-parole. Mais avant d'esquatter les bureaux du CESAC, la présentatrice des 2 sons des cloches a fait partie du comité directeur de l'Union nationale de la presse congolaise à la faveur du premier congrès de la refondation de la presse tenue en 2004. L'UNPC, dont elle prendra les rênes 2 années plus tard jusqu'à son entrée au CESAC. Comme pour plusieurs observateurs, Chantal demeure la meilleure de sa génération. Pour honorer sa carrière, elle publie Mémoires, les plus belles années de ma vie, un livre consacré qui retrace son parcours professionnel, les temps forts et les moments qu'on opère des choix difficiles. Un modèle à travers des générations. Chantal Kanimbo a reçu des distinctions couronnant ainsi son long parcours. Chevalier dans l'ordre des arts et des lettres de la République française, chevalier de l'ordre des arts et des lettres de la francophonie, médaillé d'or du mérite civique de l'ordre national des léopards en mars 2005, trophée Mwanamboka, Mwasi Insoumis de la République du Congo. À 62 ans, elle détient une encyclopédie riche du journalisme et des rouages de la profession, qui lui plaise de partager ses connaissances à toutes ces générations des femmes qui empruntent les chemins du journalisme, inspirées par un nom avec 1000 histoires. Merci infiniment encore une fois à Dieu béni Muninga pour ce texte qui nous a écrit justement, qui vous retrace en tout cas très bien. J'espère que tout a été dit clairement. Oui, tout à fait. Ça va. Plus ou moins, justement. Alors, vous avez rejoint la chaîne nationale, l'OZRT à l'époque. Vous aviez à peine 25 ans, mais vous avez refusé de commencer à travailler alors que vous n'aviez pas encore terminé vos études, c'est ça? Oui, j'avais saisi l'opportunité qui s'était offerte à moi. Hein. Il y avait un concours de recrutement de téléscreen à l'OZRT à l'époque. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas, je me présente au concours et ça me permettra de gagner un peu d'argent pour financer mes études. Et donc, j'ai été recrutée sur
400, plus ou moins 400 candidats, si je me rappelle bien. On a été recrutés à 4, la photo que vous avez vue tout à l'heure, hein, oui. On a été recrutés à 4 et on a suivi la formation donnée par des enseignants des lycées, IFASIC, et puis également par des professionnels de la RTNC, et dont notamment Charlie Loumandé, et donc voilà. Voilà, alors je ne suis pas seul, justement, on va prendre maintenant les questions de mes confrères. C'est sur thématiques, des grandes thématiques en tout cas qui cadrent avec votre parcours professionnel. Je commencerai avec Ruth Paola Ngwanza. Merci beaucoup pour la parole. Madame Chantal Kanimbo, bonjour. Bonjour. Je suis très heureuse, mais beaucoup plus honorée de me retrouver en face d'elle aujourd'hui. J'étais en train de le dire tout à l'heure avant qu'on débute l'émission. Je suis cette jeune dame de l'IFASI qui a 9 ans, qui en arrivant disait mon but ici à l'IFASI, c'est de devenir comme Chantal Kanimbo. J'espère que je suis sur la voie. Et aujourd'hui, la voir en face, en tant qu'invitée et lui poser des questions, m'honore beaucoup. Merci d'inspirer beaucoup de jeunes femmes parce que vous le savez, aujourd'hui à l'IFASIC, quand vous posez des questions à plusieurs jeunes dames qui viennent à l'IFASIC, on veut devenir comme Chantal Kanimbo. Tout le monde veut devenir comme Chantal Kanimbo. Pour celles qui viennent de commencer, celles qui sont encore au début, pourriez-vous leur parler ou nous parler de vos débuts, votre parcours ? Tout en se disant que aujourd'hui on est tous journalistes, on a sûrement tous été stagiaires quelque part. On sait que généralement dans différents médias, comment ça se passe avec les stagiaires, on les utilise vraiment tout au début, surtout pour ceux qui ne maîtrisent pas encore le métier. Elles deviennent, permettez-moi le terme, petites bitinda, où elles sont là vraiment pour de petits reportages ou vraiment pour servir la rédaction. Vos débuts étaient comment? C'était différent d'aujourd'hui? C'est quoi votre parcours? Par quoi vous avez commencé? C'était quoi le déclic au fait? Il n'y a pas de petits reportages, ce sont de reportages. C'est vrai que quand on parle de grands reportages, en fait, c'est des sujets qui obligent de s'étaler un peu plus longtemps que le timing habituel ou pour reportages diffusés dans le cadre du journal télévisé. Les grands reportages, c'est plutôt dans magazine et on fait des grands reportages. Mais écoutez, c'est comme le début de tout journaliste, hein, c'est pas banabitinda, c'est normal. Ça fait partie de Bleuzaï que les aînés que vous trouvez à la rédaction vous envoient chercher du café ou de l'eau, etc. Ça fait partie de l'apprentissage, du respect d'abord des aînés qu'on a trouvés là-bas. Et donc, parce que ce sont les aînés, ils peuvent vous envoyer leur chercher du café ou de l'eau. Et donc, le parcours normal d'un journaliste stagiaire qui arrive, à qui on donne des papiers à bâtonner. Hein? On dit, nous, à notre époque, il y avait des descripteurs. On regarde dans les téléscripteurs toutes les informations qui tombent et puis voir ce qui peut intéresser le public zaïrois à l'époque. Et donc, au cours de la conférence des rédactions, rassembler tout cela, donner au rédacteur en chef qui va regarder, dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, etc. Et ce qu'on aura retenu au cours de la conférence des rédactions, c'est de bâtonner les papiers parce que écrit en style d'agence et nous c'est l'audiovisuel et donc il faut réécrire le papier pour l'adapter au style de l'audiovisuel. Et donc, après cette étape de bâtonnage, il y a l'écriture des papiers qui sont retenus, des sujets retenus pour les journaux télévisés qu'il faut rédiger. Ensuite, on peut vous envoyer en reportage. Et à la télévision nationale, il y a plusieurs départements. Il y a la rédaction qui s'occupe de la diffusion des informations collectées par le service de reportage, par les enquêtes et magazines. Et donc, il faut passer dans tous ces différents départements pour apprendre le b.a.-ba du métier. Écrire des papiers de fond, où on est obligé de se documenter sur le sujet, de bûcher, de chercher et de lire pour justement faire ce papier de fond. Moi, je me souviens, le premier papier de fond qu'on m'a demandé d'écrire, j'étais toute fière de moi. Je l'ai amené au directeur de l'information, Mbaye Kabunda, paix à son âme. Il a lu, il me regarde. Mais
c'est quoi ça? Il jette donc. Comme nous tous, bien J'étais évidemment. choquée, je me dis, attends, moi je pensais que... Et donc ça ne m'a pas découragée. J'ai dit, ah, ok, la prochaine fois je ferai mieux. Et donc la prochaine fois, j'ai vraiment travaillé dur, etc. En essayant de respecter les questions des références. Et donc, bon, le clip, attaque, etc. Chute, voilà. Puis je donne un peu, il regarde, il sourit, il dit, bon, là ça va, bon, donne ça. Et il va retravailler ça. Donc c'était déjà un encouragement. Et donc c'est un cheminement d'apprentissage. C'est vrai qu'on a fait 5 ans à l'ISTI ou IFASIC pour apprendre les techniques, mais la pratique, elle est différente de ce qu'on apprend, parce que ce qu'on apprend à l'école, on n'a pas toujours l'occasion de mettre en pratique. On a un studio TV à l'IFASIC, à l'ISTI IFASIC. On a le papier journal qu'on écrit, mais ce n'est pas, on fait des stages, mais ce n'est pas la même chose. Et donc, on profite de l'expérience de ceux qui nous ont précédés dans le métier et qui nous apprennent l'abécédaire du métier pour pouvoir l'exercer. Et au fil du temps, vous avez parlé de Kibambi Shintoa. Oui. Effectivement. Vous l'avez approché justement aussi. Oui, mais c'était mon chef à la rédaction. Et donc, après tout cet apprentissage, finalement, il dit, bon, elle est prête pour passer à la télé, à l'antenne. Et donc, bon, toi, tu vas prendre telle rubrique que tu vas faire. Donc, j'écris mon papier, le chef regarde, il corrige. Donc, c'est bon, tu peux passer à la télé. Et puis, c'était avec Ibambi Shintoa. Justement, je passe, j'ai dit mes papiers. Et puis, il m'avait fait un compliment qui m'avait vraiment encouragé. Comme il parle Swahili comme moi, il m'a dit ça en Swahili, il dit, eh, Mutoto. On attend plus un ami que chef Yako. Traduction, s'il vous plaît. Dit, Vous donc, faites mieux que moi, maintenant. petite. Non, tu veux me dépasser, dépasser. moi, ton chef. Là. Moi, j'ai dit, ah, donc, il croit bien. Ah, il dit, oui, oui, ça va, c'est bon. Et donc, ça m'avait vraiment encouragé. Et donc, je fournis encore davantage d'efforts. Ça ne vient pas tout seul. Il y a tout un travail à faire. Et ce n'est pas au premier jour qu'on arrive, comme je vois aujourd'hui, les jeunes qui arrivent au premier jour veulent tout de suite passer à l'antenne, alors qu'il y a tout un cheminement d'apprentissage qu'on n'a pas effectué, qu'on veut sauter. Et quand on a sauté cela, effectivement, on arrive, on présente, et puis bon. Oui, c'est vrai, on vous a vu présenter, mais vous ne marquez pas, parce que vous faites les choses de manière tout à fait fade, de manière tout à fait... il y a quelque chose qui vous manque, parce que vous n'avez pas poursuivi tous les cheminements nécessaires qui permettent de vous aguerrir pour avoir quelque chose à donner. Voilà. Et donc c'est ça le cheminement, je pense que c'est le cheminement de tous ceux qui ont respecté ce cheminement normal et qui n'ont pas cherché à brûler les étapes pour devenir vedette. Il y en a qui cherchent à devenir vedette. Je ne pense pas que c'est ça l'objectif. C'est vrai, on est dans l'audiovisuel. C'est vrai, on passe à la télé et qu'on est reconnu dans la rue. Mais le but de ce travail, ce n'est pas d'être vedette comme d'autres stars des cinémas ou de la musique. Merci Madame Kanimbo. Donc, chère jeune dame, vous avez compris que c'est un cheminement. Donc, même être serviable à la rédaction fait partie de l'apprentissage, justement. Alors, Madame Kanimbo, vous êtes restée longtemps journaliste adulée, très connue et aujourd'hui un modèle pour la jeune génération. Mais aujourd'hui, on peut dire que vous êtes derrière les rideaux, donc pratiquement derrière la caméra. Vous êtes à la régulation. En tant que régulateur, quel regard portez-vous sur cette jeune génération, les journalistes jeunes dames, celles qui viennent de rejoindre le métier? Comment vous voyez ça de loin? Bah, écoutez, moi, je ne voudrais pas porter des jugements sur des personnes. Je pense que les jeunes qui arrivent sont passés par des institutions qui forment pour l'exercice des métiers d'informer et donc qui ont appris les techniques, qui ont appris les règles. Et donc, le secret, c'est l'observation de toutes ces techniques, l'observation de toutes ces règles pour pouvoir exercer le métier de manière professionnelle. Si on n'observe pas ces règles, on n'observe pas ces techniques, je pense qu'on va un peu tricoter et donc ça ne sera pas tout à fait ce qu'il faut faire. Le métier
nous sommes passés entre les mains expertes de nos aînés que nous avons trouvés là. Hein. Et on avait l'impression qu'ils nous rabaissaient, mais ils ne nous rabaissaient pas. Au contraire, ils nous aidaient à relever les défis parce que là, c'est un challenge. On te dit, bon, écoute, c'est quoi ce torchon que tu m'amènes? On jette dans la poubelle. Toi, tu étais venu avec une tête gonflée en te disant, bon, je viens d'exister 5 ans, j'ai appris les techniques, etc. Et donc, je connais. Non. Il faut avoir l'humilité de pouvoir apprendre auprès de ceux qui ont pratiqué le métier. On l'a appris à l'école, bien sûr, mais on n'a pas eu la possibilité de pratiquer le métier. Il y en a qui l'ont pratiqué depuis 20 ans, 30 ans, et donc qui ont vu le jour avant vous, et donc qui ont plus d'expérience que vous, et donc qui ont plus à donner à vous qui arrivez. Et donc pour les jeunes générations, comme je le disais il y a un instant, il y a tout un cheminement qu'il faut observer. Quand on n'observe pas ce cheminement, je pense qu'il y aura quelque chose qui vous manquera pour pouvoir réussir. Vous dites dans le livre qu'il faut au moins 2 années pour se revendiquer journaliste professionnel. Oui, ça c'est dans la loi. Normalement. Oui, la loi fixant le statut du journaliste. Quand on a, comme nous sommes passés dans une institution qui forme les journalistes, 1 année, 2 ans, c'est bon. On peut revendiquer la carte professionnelle. Mais pour les autres, il faut 3 ans, je crois, d'apprentissage. On a la carte des stagiaires. Moi, j'ai eu, malgré que j'avais déjà une expérience à la télévision, de peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais j'ai eu, quand j'ai commencé à exercer le métier des journalistes, j'ai eu ma carte des presse des stagiaires pendant 2 ans, 3 ans. Et c'est au bout de cette période que j'ai pu avoir la carte professionnelle. Mais aujourd'hui, les gens pensent tout de suite que c'est les rabaisser quand on leur dit que vous allez avoir votre carte de presse, mais on écrit stagiaire, on pense que c'est les rabaisser. Non, c'est un cheminement professionnel. C'est comme ça que ça se passe partout dans le monde. On a une période où on apprend auprès de ceux qui ont exercé le métier. Et puis, quand on sent qu'au bout de 3 ans, on pense que vous avez les capacités de pouvoir assumer les responsabilités, la maturité nécessaire pour comprendre les enjeux dans un papier d'information, parce que tout n'est pas à diffuser comme on le veut. Il y a des règles qui sont établies et qu'il faut respecter pour pouvoir respecter les auditeurs, les téléspectateurs ou les lecteurs. Alors, pour votre formation, vous êtes passé entre les mains de plusieurs... Ruth, vous gardez encore la parole. On va prendre les témoignages de ces personnes qui vous ont formé. On a appris d'entre elles. C'est une surprise, vous découvrez en tout cas de qui il s'agit. Mais également, vous avez aussi formé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ceux qui sont encore à la RTNC, qui ont été formés par vous. Les témoignages, c'est tout de suite un formateur de Mme Kanimbo, une autre personne qu'elle a formée et une personne là qui témoigne d'elle. C'est d'abord une bosseuse que j'admirais déjà en son temps quand j'étais encore aux études. Et j'ai eu la chance inouïe de la rencontrer quand j'arrive à la RTNC pour le stage et plus tard quand je suis devenu une unité de la télévision nationale. Et là, je suis coopté pratiquement, elle me copte pratiquement dans son équipe. D'abord de la présentation du JT, c'est une bosseuse qui travaille comme une fourmi, une femme dynamique, une femme accomplie. Pour une anecdote, je veux vous dire que le journal que vous voyez là à 20h, et elle venait à 13h30 suivre d'abord l'émission de la journée, le journal de la mi-journée. À 14h, elle était au conseil de rédaction et elle ne quittait qu'à 21h. Elle commençait à préparer son journal déjà à partir de... Ça nous a tous inspirés. Et c'est une femme qui aura marqué, et encore maintenant, qui a marqué sa génération et tout son temps. On s'en souviendra pour longtemps. Souvenir na okoloba pona Chantal Kanyembo ezali lolenge bando sala musala lolenge bando lobela
ebanda osepelisa makasi me naye kokóma na moma moko boye namonaka ye lisusu na télévision lisusu te nde na situki asala livre en tout cas namoni ke carrière na ye mpenza eke malamu nzambe abakisa lisusu mayelebele kati na ye. La première fois que j'ai vu Chantal Kanimbo, j'ai flashé. Je me suis dit, mais quelle beauté. En fait, elle était déjà téléspectrine, et moi, comme je travaillais auprès du président Mobutu, j'étais toujours pas de l'IT, je l'avais jamais vue. J'ai flashé, et je le lui ai dit tout de suite. Bon, la seconde fois que je la verrai, c'est 3 ans plus tard, quand elle aura terminé sa licence à l'ISTI, aujourd'hui FASIC. Elle vient me voir très simplement pour me dire « Chef, je voudrais que vous m'encadriez, j'ai mon diplôme en poche ou dans mon sac, et chose que j'ai acceptée. » Mais cet encadrement, c'est fait d'une manière mais extraordinaire. Pourquoi? Parce que, en tant que formateur, je sais que pour que la formation marche à la perfection, il faut que la personne qu'on encadre investisse ou s'investisse dans cette formation. C'est ce qu'elle a fait, et cette charmante dame, j'avais vraiment du plaisir à travailler avec elle. Je me souviens qu'on faisait le journal de dimanche ensemble, et elle a très vite assimilé, très vite assimilé, et on est devenus de très bons amis, puisque ma drague n'a pas abouti, ce que je ne regrette pas, puisque même aujourd'hui, Chantal est une amie au vrai sens du mot. Voilà, c'était la surprise faite à Madame Kanimbo. Respectivement, c'était Guy Matundu, encore journaliste à la RTNC. Il a, je dirais, hérité de votre émission de son de cloche. Vous l'avez coopté, formé d'abord, puis coopté. Ensuite, c'était une personne lambda, dans la catégorie des téléspectatrices, en tout cas, des personnes qui vous suivaient alors que vous passiez encore à l'antenne. Elle s'appelle maman Esther Mouroula. Et en dernier lieu, l'un de vos formateurs, M. Kibambi Chito. Un commentaire rapidement, peut-être. Oh, ben, écoutez, ça me rappelle des bons souvenirs en regardant Guy Matundu, en regardant Kibambi Chito, son histoire des flashés. Bon, je ne sais pas s'il faut que j'en parle. Parce que, bah, il a eu la liberté d'en parler, hein, en tout cas. Parce que, bon, il avait tenté de me draguer. Alors, chaque fois qu'il me draguait, je disais « Moukouba ». Il disait « Torakoulé Moukouba ». Il m'a dit « Ah, Moukouba ». Donc, j'avais trouvé la parade pour construire un mur. Le Moukouba, c'était le mur. Oui, le Moukouba, oui. Un bon mur. Ça a arrêté tout, là. Une fois, je disais Moukouba, ça a arrêté tout, mais on est vraiment, franchement, devenus des très grands amis professionnels, mais des amis tout court. Alors, on l'a eu en duplex parce que c'était difficile de l'avoir en image. Il était très loin. Il devait venir ici vers la ville ce lundi, le jour où nous enregistrons. Donc, c'était difficile de l'avoir en image. Peut-être. J'ai beaucoup adoré notre complicité professionnelle parce qu'il m'a appris pas mal de choses. Et donc, sur tout ce qu'il m'a appris, le conseil de rédaction, quand on a décidé les conducteurs, on a fait, bon, c'est fini. Alors lui, comme Guy l'a dit, je venais tôt, et lui, parfois il venait 19h30, etc. C'est le chef. Et puis là, il regarde, et puis il change de conducteur. Moi je dis, ah non, pas question, non. Pas question, on a déjà élaboré, et c'est moi le chef de ce conducteur. Là, toi, tu présentes le journal, et donc tu n'as pas le droit de changer. Là, moi, je suis ton chef. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est moi qui ai signé, donc je vais le changer. Il dit, ah non, ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on s'est disputé comme ça professionnellement, et on rigolait un peu, et il comprenait, et il dit, mais attends, chef, c'est toi qui m'as dit que ça se passe comme ça. Bon, maintenant, tu viens toi-même enfreindre la règle que tu m'as apprise, et donc ça se passe pas comme ça. Donc j'ai beaucoup adoré la complicité professionnelle qu'on a eue tous les deux. Alors, Ruth, peut-être la dernière question.
Les femmes doivent se comporter quand elles débutent, puisqu'il y a beaucoup de prédateurs aussi, il me semble. Oui, on l'a suivi et je suis heureuse de l'entendre le dire comme ça, parce que oui, c'est vrai que ça arrive. Madame Kanimbo, vous allez par la même occasion répondre à cette question de Gaëtan. Non. Mais moi, j'allais quand même faire un petit lien. Parce qu'à travers vos différentes émissions, notamment Deux sons de cloche, vous avez pratiquement passé une grande partie de votre vie à côtoyer le politicien. Mais dites-nous, pourquoi ou comment l'idée de faire la politique active n'a jamais traversé votre esprit? On sait que le journalisme, c'est vrai que ça va quand même de pair avec le journalisme. Pourquoi Madame Chantal Kanimbo ne parle pas politique? Ah si, Politique active. ah si, l'idée m'est venue. En 2006, j'en parle dans les Dans les livres. livres, ouais. L'idée m'est venue, mais après, je dirais, étudier la question, discuter avec ceux qui étaient dans l'arène politique, regarder le fonctionnement des partis politiques, regarder pas mal de choses, bon, par rapport à ma personnalité, par rapport à mes convictions, par rapport à mon indépendance d'esprit, j'ai compris que tel que ça fonctionne, les partis politiques, je crois que j'aurais du mal à m'intégrer, parce qu'il y a des choses que je n'accepterai pas, et donc ça sera difficile, il y aura toujours des clashs. Pour moi, quand c'est un principe, c'est un principe. On ne peut pas marcher sur les principes. Excuse-moi, c'est la dernière. Merci, Non, ce n'est merci, pas une Ruth. faiblesse. Vous savez, la politique, c'est une question d'engagement. Hein? La politique, c'est une question d'engagement pour changer la vie de sa communauté. La politique, ce n'est pas pour soi-même. Pour les autres. Ce n'est pas pour soi-même, on s'engage parce qu'on voudrait changer les choses pour l'intérêt général. Mais tel que moi j'avais observé des choses, ce n'était pas le cas. Et donc je me suis dit pourquoi je vais rentrer dedans? Parce que je ne changerai rien. Le système ne me permettra pas de m'engager à faire ce que je voudrais faire pour changer la vie de la communauté. Et donc il vaut mieux renoncer. Pourquoi Merci. s'engager? Merci beaucoup Ruth. Vous le dites dans le livre que les transhumances, les débauchages vous rebutaient tellement. Vous avez voulu garder votre indépendance d'esprit. Alors, Jordan Maekini qui va maintenant prendre le micro pour sa part des questions. Voilà, merci beaucoup Gaëtan pour la parole. Tout comme Rite, moi également, je suis très heureux d'être devant vous. Madame Chantal, vous êtes l'une des figures emblématiques de la presse congolaise. J'ai également quelques questions à vous poser. En fait, j'aimerais qu'on puisse parler de la presse congolaise, de son état actuel. Vous avez animé des très grandes émissions. Vous avez été pendant longtemps l'une des figures les plus regardées à la télévision congolaise. Alors, j'aimerais un peu que vous puissiez nous faire une analyse sur l'état actuel de la presse congolaise. Comment vous la trouvez? Vous pensez qu'après plusieurs années, elle a progressé ou elle a régressé? Surtout avec la venue des nouvelles technologies de l'information et de la communication, où ça permet à tout le monde de créer son propre média, où nous avons aujourd'hui des influenceurs et influenceuses qui sont confondus aux journalistes, où nous avons aujourd'hui des moutons noirs qui ont abondé notre profession. Quelle analyse faites-vous de l'état actuel de la presse congolaise? Je crois qu'il y a une analyse qui avait déjà été faite en 2004. Parce que quand il y a eu les discours de la démocratisation le 24 avril 1990, il y a eu naissance, le paysage médiatique a commencé à changer avec la naissance des nouveaux médias, dans l'audiovisuel, mais également dans la presse écrite. Et on a observé à cette époque qu'il y avait... c'était une période trouble pour la presse. Il y avait une remise en question d'abord de l'organisation professionnelle des journalistes, et on a observé que l'espace était envahi par des personnes qui n'avaient pas qualité et qui exerçaient illégalement le métier, donc il fallait mettre un rôle. L'analyse a été faite en 2004 au congrès de la Refondation. Il y a des résolutions qui ont été prises pour justement essayer de trouver des remèdes pour lutter contre ces différents maux tels que ça a été analysé, défini lors du congrès.
on a mis en place l'Union nationale de la presse du Congo. C'est d'ailleurs à cette occasion que j'avais postulé au poste de vice-présidente. De vice-présidente, oui, de première vice-présidente, avec pour mission de mettre en place, d'élaborer l'annuaire des journalistes, pour justement identifier les journalistes, pour savoir qui est journaliste et qui ne l'est pas, qui a le droit d'exercer, qui n'a pas le droit d'exercer. Il était question justement de plusieurs choses qu'on a essayé de faire. L'annuaire, bon, on l'a fait, on a commencé à identifier les journalistes parce que ça permettait de mettre en dehors du circuit ceux qui n'avaient pas le droit d'exercer le métier. Aujourd'hui, vous parlez des influenceurs et autres. Je crois qu'il faut faire la part des choses. Les influenceurs, ce n'est pas des journalistes, c'est des personnalités qui, grâce à leur plateforme, ont des abonnés qui les suivent et ça leur permet d'avoir une certaine audience et de l'influence justement pour essayer de... je crois que c'est beaucoup plus, je dirais, commercial, parce que plus on a une audience, plus on a de la publicité, plus ça rapporte aux influenceurs. Et donc il faut faire la part des choses entre les journalistes et les influenceurs, ou tous ceux qui utilisent les réseaux sociaux. C'est pas n'importe qui peut créer un média. Hein? Il y a des règles qui sont définies dans la loi qui déterminent les conditions de création d'un média. On a eu récemment les états généraux, justement, parce qu'on a constaté que depuis 1995, il y avait les premiers états généraux de la presse qui avaient essayé également de trouver des solutions par rapport aux maux qui rongeaient les secteurs. Et bon, malheureusement, à l'époque, toutes ces résolutions n'ont pas été mises en œuvre à la suite de ces premiers états généraux de la presse. Et donc, on a décidé qu'il était absolument impérieux d'organiser les nouveaux états généraux des médias, de la communication et des médias pour justement faire un état des lieux. Il y a des résolutions qui ont été prises et je pense que c'est en train d'être mis en œuvre, notamment avec l'actualisation de la loi fixant les modalités de l'exercice de la liberté de la presse. Ça, c'est un premier pas qui a été fait et justement qui permet, il y a des dispositions qui permettent de mettre hors circuit ce que nous appelons les moutons noirs. Les moutons noirs existent depuis 2004. 2004, on en parle aussi. On a parlé aussi de moutons noirs. Et donc, dans cette loi, ça permettra également d'essayer de mettre hors circuit tous ceux qui pensent investir le métier, parce que c'est un métier ouvert, le journalisme, dans la loi fixant les statuts du journaliste congolais, c'est vrai qu'il y a ceux qui ont suivi la formation dans les institutions habilitées à former des journalistes. Il y en a qui ont suivi d'autres filières, mais comme c'est un métier qui est ouvert et qui fait appel à toutes les spécialisations, et donc vous pouvez avoir fait l'économie, vous pouvez avoir fait les sciences politiques, etc. Mais pour exercer le métier de journaliste, vous avez l'obligation de l'apprendre pendant 2 ans, pendant 3 ans, au sein d'une rédaction, auprès de ceux qui l'exercent longtemps avant et qui vont vous transmettre l'abécédaire du métier. Et c'est tout ça, toutes ces résolutions qui ont été prises, si elles sont mises en œuvre, ça permettra pas seulement de carter ceux qui exercent le métier sans en avoir les compétences ni la qualification, mais ça permettra également de créer un environnement socio-économique qui permettra une certaine, je dirais, prospérité des entreprises des presses, des organes des presses, ceux qui fonctionnent encore comme des organes des presses, c'est une résolution qui avait été déjà prise en 2004, doivent s'organiser, se structurer. Effectivement, en entreprise de presse, ça me fait plaisir d'être sur le plateau des Télé 5 ans, de voir que c'est organisé, que c'est structuré. Mais actuellement, avec l'avènement de la TNT, qui, nous, régulateurs, nous pensions que ça devrait permettre un peu d'assainir le secteur, mais on a eu l'impression qu'au contraire,
Parce que chaque jour, on se réveille, on regarde, ah tiens, il y a C'est un l'effet contraire. nouveau éditeur de programme. Ah tiens, il y a un nouveau éditeur de programme qui n'est pas passé au niveau du CESAC. Et donc, ça laisse le champ trop ouvert à tous les aventuriers qui ne cherchent pas nécessairement à jouer le rôle social qu'on attend des médias, mais qui ont d'autres objectifs et qui dérangent un peu les secteurs. Et donc, il y a des grands problèmes, effectivement, mais je pense que le ministre actuel de la Communication et des Médias, étant journaliste lui-même, il connaît tous ces problèmes et donc s'est investi avec les États généraux de la Communication et des Médias. Nous avons pris des résolutions, il y en a 80 au moins, et on travaille avec le comité de suivi pour essayer de mettre ça en œuvre. Il n'y a que ça qui pourra nettoyer un peu les écuries dans le secteur de la presse et changer le visage de la presse que l'on connaît aujourd'hui en mettant tous ceux qui n'ont pas le droit d'être là en dehors du circuit. Jordan Une autre Maïkini, question, dernière question, oui. très rapidement, Oui, madame. rapidement. Actuellement, c'est un secret des polichinelles. Il y a plusieurs auditeurs, plusieurs téléspectateurs qui se plaignent de la qualité des services rendus par la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Vous, en tant qu'ancienne journaliste de la RTNC, certainement, j'aimerais un peu avoir votre analyse critique du fonctionnement de la RTNC actuelle. Est-ce que vous estimez qu'elle est toujours le grand tam-tam d'Afrique qu'elle était avant? Ce n'est pas la RTNC actuelle, c'est depuis 90, avec les discours de démocratisation, qu'on attend un changement de la télévision dite d'État pour que ce service se transforme en service public. Le service public, c'est un service qui est financé par les contributions des contribuables congolais et donc qui rend service aux Congolais. Et ça devrait se transformer en un service public. C'est vrai que ça prend du temps. Deux sons de cloche à l'époque, si j'ai pu... la parole à tout le monde. Si j'ai pu créer deux sons de cloche, justement, c'était dans cette perspective. C'était pendant la conférence nationale souveraine qui avait également pris des résolutions et concernant le média public. Et donc, c'était dans ce cadre-là que j'ai pu avoir cette opportunité de créer l'émission Deux sons de cloche parce que, justement, il était question de pousser ce média à se transformer en service public pour l'accès de tous les courants d'opinion dans ces médias. Le travail, c'est un travail de longue haleine. Je pense que c'est aussi un travail de mentalité et je crois que j'en parle dans les livres. À l'époque, avec des aînés, moi j'étais encore stagiaire, il y avait des aînés qui ont créé un mouvement au sein de la rédaction à la télévision, qu'on a appelé APARD, Association pour un audiovisuel responsable et démocratique, justement pour pousser les responsables, la direction, à changer les choses dans la mesure où on n'était plus dans le contexte de parti-État, on était dans un contexte pluraliste et donc c'était pas correct que le média public continue à être accaparé par un seul courant d'opinion et qui était les partisans du MPR. Et donc c'est comme ça que l'émission a été créée. Moi, quand on m'a proposé de créer une émission qui permettra l'accès à tous les courants d'opinion, j'ai pensé à ce débat contradictoire de son de cloche. Mais il ne suffit pas d'avoir une émission qui permet à d'autres courants de s'exprimer, mais également dans le journal télévisé, on doit pouvoir voir tous les courants s'exprimer sur une question d'intérêt national par rapport aux options levées par le gouvernement sur une question donnée, donner la parole également à l'opposition pour s'exprimer sur les choix opérés par le gouvernement. Et c'est un travail qui doit se faire. Je pense qu'au niveau des États généraux également... Merci Jordan. La RTNC a encore du pain sur la planche pour justement satisfaire toute la population. Oui, moi je pense...
personnellement, c'est mon point de vue, je pense que je le dis aussi dans le livre, c'est le mode de désignation des responsables de médias publics peut-être qui fait que quand on est désigné par une ordonnance présidentielle, on se sent obligé, on pense que on devrait, voilà, on est redevable. Partout ailleurs, c'est les institutions de régulation des médias. En Afrique du Sud, c'est le cas. En France, c'est le cas. Je pense en Belgique aussi, je n'ai pas étudié la question. Les responsables de médias publics sont désignés par les régulateurs. Oui, oui. Parce qu'ils ont des comptes. Alors en ce moment-là, ils vont rendre compte au régulateur, parce que le régulateur est là, comme c'est dans notre mission, on doit veiller à l'accès équitable de tous les courants d'opinion. Mais bon. Voilà, il y a plein de choses à ce sujet dans le livre, justement. Elle raconte une autre anecdote d'un directeur général qui s'était permis d'enlever le discours du président Mobutu. Ça lui a valu son poste, justement. Vous parlez des ciseaux d'or, vous parlez à l'avènement de la FDL, rien n'avait changé, vous espériez un changement, mais ce n'était pas le cas. Même après, avec Joseph Kabila, les choses tâtonnaient toujours jusqu'à présent. On va terminer avec Christopher Otiokoum, qui a quelques très très bonnes questions également. Moi, je suis un de vos abonnés sur Twitter. J'ai vu que vous en aviez 10 000. Et pour les... Permettez-moi de dire ça comme ça. Je crois que je suis à modestement, plus ou moins 55, voilà. 56 000. Wow, modestement. Pour les journalistes de votre génération, si je dois le dire comme ça. Et j'ai bien lu votre présentation dans la biographie. Vous vous présentez comme journaliste politique et membre du CESAC. À quel moment, parce que suivant aussi votre introduction tout à l'heure sur le reportage du petit garçon et le monsieur sur la route accidentée, vous dites qu'il faut l'avoir été avant de le devenir. Mais à quel moment on cesse d'être journaliste? Parce que si vous continuez à vous présenter journaliste, ça fait de vous en même temps juge et parti, parce que vous êtes également membre de la régulation. Est-ce que ça colle? Je suis et je serai toujours journaliste. Mais en ce moment, je ne pratique pas le métier. Et donc, comme je ne pratique pas le métier, je ne peux pas être juge et parti parce que je ne suis plus dans l'arène des journalistes. Je suis détaché de cette arène et donc ça sera difficile ou injuste de dire que je suis juge et parti. Ça vous manque parfois de poser des questions? Je suis en détachement présentement. Ça vous manque parfois de poser des questions? Oui, ça me manque parfois quand je regarde les émissions à la télé, des émissions politiques surtout, la manière dont on pose des questions. C'est fait, la manière dont c'est conduit. Et donc ça me manque. J'ai dit, bon, j'avais fait un choix, je dois assumer les choix que j'avais faits. Peut-être après le mandat, si Dieu le permet, je pourrais retourner. Alors à ce moment-là, je vais rentrer dans l'arène. Ah bon, c'est possible? Bah oui, parce que je suis toujours journaliste. Justement. Tant que je n'ai pas décidé de prendre ma retraite, je suis toujours journaliste. Alors, pour parler de la régulation, je vous ai entendu aussi tout à l'heure, vous parliez de supprimer les moutons noirs et tout cela. Ça a été dit depuis 2004, ensuite tout récemment lors des derniers états généraux de la presse. Mais est-ce que vous ne pensez pas que la ligne est un peu très fine entre la liberté de la presse et la régulation? Parce que quand on prend une décision ferme, par exemple, voilà, on va suspendre tel ou tel autre média parce que ça ne répond pas aux normes. On crie aussi à la dictature. À un moment, on dit que tout le monde doit parler, tout le monde doit réfléchir. Comment vous faites pour ne pas tomber dans l'un ou l'autre des cas? Mais les choses sont claires. La République, c'est les lois. Sinon, on est dans la jungle. On respecte la liberté, mais à condition que ça s'accommode avec la loi. Si ça ne s'accommode pas avec la loi, alors en ce moment-là, on vous rappelle à l'ordre. Et donc, ça ne serait pas restreindre l'exercice de la liberté vis-à-vis d'une personne qui a violé les dispositions légales du pays. Ça serait au contraire très républicain de rappeler à l'ordre la personne qui a violé la loi. Ça serait appliquer la loi. Et donc, c'est appliquer la loi, exactement, voilà, c'est appliquer la loi. Et donc, quand on viole la loi, on est en dehors de la loi, on est dans la jungle et on laisse faire et on a les dégâts que l'on peut avoir. Moi, j'observe toujours
la manière dont nous nous comportons sur nos routes. Nous avons un code de la route dans ce pays qui dit priorité à droite. Il y a des endroits où c'est stop, vous devez vous arrêter et laisser passer. Mais ici, on est dans les Tchamoutoubakat. Tout le monde se comporte maintenant comme ça. À un endroit, toi, tu t'arrêtes parce que tu dis non, à cet endroit, c'est un stop, je dois m'arrêter, laisser passer. La personne qui est derrière vous klaxonne. Klaxonne et puis après, il va faufiler, il vous dépasse et il passe. Et donc, on est dans la jungle, sur nos routes à Kinshasa, on conduit, on a les motards, on a tout ça, on doit vraiment, on est stressé sur la route. Et c'est également la même chose dans les médias. Est-ce que c'est normal comme ça? Et si on peut transposer cette situation également dans l'espace médiatique. Il y a des dispositions légales, réglementaires qui existent et qui limitent l'exercice de la liberté parce qu'il n'y a pas de liberté absolue. Tout est organisé par la loi. Si vous ne respectez pas cette loi, on va vous rappeler à l'ordre. Et c'est ça le travail que le législateur a donné au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, de faire appliquer les lois, de faire observer la déontologie en matière d'information. Il y a un code d'éthique et de déontologie élaboré par les journalistes eux-mêmes qui existe. Et si vous ne le respectez pas, le régulateur vous rappelle à l'ordre. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on enfreint l'exercice de la liberté de la presse quand on prend des dispositions qui existent dans les textes de loi et on demande aux opérateurs de les appliquer. On est déjà voilà. à la limite du temps requis. Christopher, une dernière question, on va répondre de manière concise quand on voit aussi. Mme Chantal Kanimbo, c'est aussi l'image de la femme. En République démocratique du Congo, je pêcherais de ne pas être un peu curieux dans le domaine. Déjà, petite question, vous avez tenu longtemps presque sans scandale. Quand on évoque votre nom, on ne pense pas à un scandale tout de suite, c'est qui est un peu rare pour les femmes dans... Qu'est-ce que ça veut dire? Quand même. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous faites allusion à quoi quand vous parlez des scandales? Oui, bon, c'est vrai qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, c'est un peu plus différent, un peu plus complexe. On a entendu beaucoup de choses. Tout récemment, je n'aimerais pas citer des cas personnels, mais vous savez non, je vais vous dire quelque chose. Il y a une vie professionnelle, il y a une vie privée. Et moi, c'est une règle que j'ai appliquée depuis que je suis arrivée à l'OZRT. Et jusqu'à aujourd'hui, dans ma vie, c'est une règle que j'observe. Il y a la vie professionnelle qui vous permet de croiser, de rencontrer des personnages de divers horizons. Hein? Ma vie privée, c'est ma vie. Un mur, là, c'est ma vie privée. Ça ne regarde que moi. Et je ne l'expose pas, ni dans les réseaux sociaux, ni rien. Je n'expose pas ma vie privée. Est-ce que l'une n'influence pas l'autre? Parce que c'est moi, ça me regarde moi. L'une n'influence pas l'autre de quelque manière que Pardon? Est-ce qu'une vie privée ne peut pas influencer la vie professionnelle? C'est le cas pour vous? Non. Non, c'est le cas pour vous, parce que c'est une question, non, je suis désolée, c'est une question qu'on ne pose qu'aux femmes. Non, même les hommes. Est-ce que c'est le cas pour vous? Oui, si je ne fais pas bien, personnellement, je ne donne pas un bon rendu. Non, par rapport à votre vie professionnelle, vous mêlez votre vie professionnelle avec votre vie privée? Mêler, non, mais c'est laisser influencer quand même. Ça s'inter-influence un tout petit peu. Dans le livre, vous parlez de votre voyage en Côte d'Ivoire qui a un tout petit peu entamé votre carrière pendant un moment jusqu'à ce que vous décidiez de retourner ici. Oui, c'est une partie de ma vie privée que j'ai dévoilée. C'est comme le professeur Yoka qui a lu le livre qu'il avait présenté, qui me dit Chantal est très intelligente. Oui. Elle a tout dit. Pudiquement. Mais elle n'a pas tout dit. Donc, voilà. Merci. Donc c'est ça justement. Le scandale auquel vous faites allusion, bon, c'est peut-être le fait d'exposer sa vie privée. C'est peut-être ça. Bon, moi, je choisis de ne pas exposer ma vie privée. Donc, c'est prudent. C'est prudent. Il y a tout ici, Christopher Ochokoum, les rencontres professionnelles, les rencontres privées de Madame Kanimbo, c'était écrit ici, avec de manière pudique, justement, aussi. Je vous recommande ce livre que vous pouvez télécharger, plutôt acheter sur Amazon,
à Kinshasa. Les commandes sont à terme. On va envoyer Oui, d'autres. j'espère qu'on va livrer. D'autres. Oui. Mon éditeur, bon, il a promis. Ça sinon, fait 2 mois que j'attends, mais bon. Justement. Alors, sinon, nous avons écrit un article que vous pouvez consulter sur télé50.c qui revient justement sur le parcours de Madame Chantal Kanimbo. Je vais terminer par ici. Je commence par d'abord dire merci à tous mes confrères et amis qui sont venus, qui m'ont honoré de leur présence. Merci infiniment, Christopher, Ruth et Jordan. Merci à vous, Madame Chantal, parce que toute l'après-midi avec nous, c'est un honneur immense en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Voilà, merci à vous également de nous avoir suivis. Je veux dire merci particulièrement à Dickens Kaboya, à Patrick Maïndama, à Patou Simaï de la RTNC qui m'a permis d'entrer en contact avec certaines personnalités de la RTNC, à Karlima Biala, Jocelyn Toumba, Apollinaire, Dieu béni Mouninga, ici à la télévision, ici plutôt au plateau, il y en a plein, les caméramens, Saint-Béni, Matoula et Fiston Bouini, merci infiniment. On va se retrouver au prochain numéro, nous aurons l'honneur de recevoir également un autre grand nom de la presse congolaise.